vraiment, j'y tiens beaucoup, quoi. OK? Alors, concernant notre présentation d'aujourd'hui, Inch'Allah, Mouhidine, on ne limite pas les temps. Hein. Prenez ton temps, OK? Parce que l'objectif, ce n'est pas une journée de chirurgie à l'UCAD où vous avez 5 minutes, 7 minutes de présentation, non. Il n'y en a qu'une seule présentation, ce que vous m'avez dit et tout. Donc, prenez le temps, expliquez correctement pour faire bénéficier à tout le monde. Qu'en première année, même s'il ne comprend pas trop, mais au moins qu'il puisse bénéficier de quelque chose. Deuxième année, pareillement, et ainsi de suite, jusqu'au niveau, DS et autres, quoi. OK? Donc, je pense qu'on peut commencer déjà. On est à 10h05 et on ne limite pas. Et après aussi, le débat, c'est convivial. Hein? Donc, tout le monde est appelé à participer. Ce sera mieux comme ça. Hein? Donc, Mouhidine, je pense que vous pouvez commencer. Partager votre écran. Oui, c'est ça, votre écran. Et mettez le truc en mode PowerPoint, quoi, et commencez. Ok, d'accord. Merci pour la parole, cher maître. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas être lent. Hein. On va débuter la présentation. Alors, moi, je suis le présentateur. Je suis Mouhidine Ahmad, étudiant. Enfin, on va bientôt commencer la 6e année. On attend juste la rentrée. Donc, 6e année de médecine à l'UCAD. Comme superviseur, j'ai eu mon cher maître, Dr Salim Maesha. Il y a aussi Dr Mdaroma Najma, tous deux en DES de chirurgie générale. Donc voilà, on va débuter. Déjà l'intitulé de cette présentation, c'est l'appendicite aiguë. Donc voilà. Comme objectif, il faudra citer les signes cliniques de l'appendicite aiguë, connaître les examens paracliniques à demander, les différentes formes cliniques de l'appendicite, il faudra les décrire. Il faudra donner aussi les indications des différentes formes cliniques de l'appendicite aiguë. Et voilà. La présentation se déroulera selon le plan suivant. D'abord un chapitre de généralité, suivi des signes, ensuite diagnostic, le traitement et on terminera par une conclusion. Voilà, comme généralité, en définition, l'appendicite, il s'agit de l'inflammation aiguë de l'appendicite iléosécal. Comme intérêt épidémiologique, sachez que c'est la plus fréquente des urgences chirurgicales. Le diagnostic il se fait cliniquement, essentiellement, mais vu le nombre de variations de position, cet aspect clinique peut parfois se révéler difficile, d'où l'apport de l'échographie dans le diagnostic. Maintenant, l'intérêt thérapeutique, la prise en charge, elle est surtout essentiellement chirurgicale. Comme rappel anatomique, l'appendice est un diverticule creux qui est appendu à la surface médiane du cécum. C'est par là elle s'implante. Elle possède au niveau de sa paroi de nombreux agrégats lymphoïdes et elle se projette au niveau du point de McBurney. C'est à ce niveau, le point de McBurney. Vous avez ici l'épine iliaque antéro-supérieure et de l'autre côté l'ombilique. Lorsqu'on trace cette ligne, vous avez le 2 tiers interne et l'1 tiers externe. Ce point d'intersection, c'est à ce niveau que se projette l'appendicite. On appelle ce point le point de McBurney. L'appendice est d'une longueur de 6 à 12 cm et d'une largeur de 4 à 8 mm. Elle a diverses variations anatomiques qui sont conditionnées
par la direction de l'appendice. L'appendice elle-même, elle peut se placer soit en préidéal, en postidéal, ou bien pelvienne, ou bien rétrocécale. Ces variations anatomiques aussi dépendent également de la situation du sécom. Dans le sécom, il peut se placer en sous-hépatique, en dessous du foie. Il peut se placer même à gauche, lors du situs inversus. Il peut se placer aussi même en position pelvienne. L'appendice, voilà, des schémas. Ici, vous retrouvez le cadre colique. À ce niveau, vous avez l'iléon qui s'abouche au niveau du sécom par la valvule de Bohin. Et juste en dessous, vous avez l'appendice qui s'implante à ce niveau. Elle est en dessous à peu près 2 à 3 cm de l'abouchement de l'iléon. Voilà encore l'appendice, c'est ça, l'appendice vermiforme, avec ses rapports de sécom. Ici, vous avez les téniacolies, ce sont des bandelettes qui parcourent le long du côlon, hein, contient essentiellement du muscle, du tissu musculaire qui contribue au péristaltisme. Donc, ces 3 bandelettes, parce qu'il y en a 3, ils vont se rejoindre au niveau de la base appendiculaire. Voilà. Ici, c'est encore la même chose, hein. Vous avez la valve ici où l'iléon il s'implante, la valvule de Bohin est juste en dessous. Vous avez l'orifice, ouverture de l'appendice au niveau du sécom. Donc, du côté de la vascularisation, vous avez l'artère appendiculaire qui provient de l'artère iléosucale, branche qui provient également de l'artère mésentérique supérieure. Donc, branche artère mésentérique supérieure qui va donner l'artère iléosucale, qui va donner par la suite l'artère appendiculaire, qui va se subdiviser, va donner plusieurs branches qui vont se ramifier par la suite, donner plusieurs rameaux qui vont vasculariser l'appendice. Et vous retrouverez divers anastomoses juste après. Du côté de l'histologie, l'appendice, également comme le côlon, tout comme l'iléon, possède une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et également une séreuse. Donc, au niveau de la physiopathologie, on a comme mécanisme physiologique de défense le péristaltisme, parce que sachez que l'appendice, elle est douée de mouvements péristaltiques grâce à sa couche musculaire lisse. Donc, ce péristaltisme permet l'évacuation du contenu appendiculaire. On a également le renouvellement de la muqueuse appendiculaire qui se fait chaque 24-36 heures. On a également des formations lymphoïdes, les formations lymphoïdes de la sous-muqueuse qui participent au système de défense, encore une fois. Maintenant, comme éthiopathogynie, on a principalement 2 facteurs, dont la plus importante, c'est l'obstruction de sa lumière, qui peut être faite au niveau de la paroi par une hyperplasie, une prolifération du tissu lymphoïde, donc qui va enserrer l'appendice et finir par l'obstruer. Il peut se retrouver du stercolite dans l'appendice. Il s'agit de débris alimentaires qui viennent s'agréger et constituer quelque chose de dur, très calcifié, disons comme un caillou, qui va se retrouver dans l'appendice et la boucher, et par la suite, elle va s'enflammer. Il y a aussi l'oxyure, qui est un parasite, qui peut aussi obstruer
la lumière de l'appendice et donc bloquer le contenu et prolifération bactérienne va s'en suivre et voilà, l'appendice va s'enflammer. On a aussi l'infection qui a été retrouvée comme facteur éthiopathogénique également, bien que ce soit rare. Ce sont des cas d'inflammation de voisinage ou bien au cours de sepsis également. L'appendice, à ce jour, on n'a pas trouvé de rôle particulier à l'appendice. Hein. Apparemment, ce serait juste un reliquat des vestiges, un vestige de l'évolution humaine. Certains chercheurs s'accordent à dire que il pourrait s'agir, c'est une hypothèse, il pourrait s'agir d'un réservoir de bactéries qui sont bonnes pour l'organisme. Comme signe, voilà, on passe au type de description. On a l'appendicite aiguë simple de la fosse iliaque droite de l'adulte jeune. À la clinique, on a d'abord les signes généraux. On a un état général qui est conservé au début. Ensuite, une fièvre en 38-38,5, un pouls accéléré et une langue saburale ou chargée. Maintenant, à l'interrogatoire, il va retrouver une douleur qui est spontanée au niveau de la fosse iliaque droite, qui est brutale, qui est continue et sans irradiation avec une accentuation au cours des 24 premières heures. On a des signes digestifs qui accompagnent souvent l'appendicite, qui accompagnent souvent la douleur. Il s'agit de nausées, vomissements, diarrhée, encore constipation. Maintenant, l'examen abdominal. Comme tout examen, il y a certaines conditions à remplir. L'examen doit se faire dans une salle qui est calme, qui est bien éclairée, à l'abri, hein, genre qui respectant l'intimité du patient. Et pour ce faire, pour la bonne réalisation de l'examen, le sujet, c'est-à-dire le patient, il doit être dévêtu jusqu'à la ceinture, couché sur un plan dur, et puis ses jambes semi-fléchies et ses bras le long du corps, pendant le long du corps. Voilà, donc à l'inspection, cet examen abdominal, elle retrouve une respiration abdominale qui est normale, parfois une gêne à la respiration profonde. À la palpation, déjà la palpation, sachez qu'il s'agit du temps capital de l'examen physique, parce que la palpation à elle seule pose le diagnostic, et elle retrouve la triade de Dieu-Lafoué, qui associe une douleur provoquée au niveau de la fosse iliaque droite au point de McBurney. Je vous ai mis le schéma du point de McBurney. C'est le point, c'est en 1, ce qu'il y a là. En 3, vous avez l'épine iliaque antérieure supérieure, en 2, l'ombilique. Donc c'est droite. Si vous la divisez en 3, le 2 tiers interne et l'1 tiers interne, leur point d'intersection, ça donne le point 1 là. Ça, c'est le point de McBurney. Donc, comme je le disais, la triade de Dieu-Lafoué associe la douleur provoquée au niveau de ce point, qui sera associée à une défense localisée au niveau de la fosse iliaque droite, ainsi qu'une hyperesthésie cutanée. La palpation retrouve également d'autres signes. Il s'agit du signe de Blomberg, entre autres. Donc, il s'agit d'une douleur au niveau de la fosse iliaque droite à la décompression brutale de la fosse iliaque droite. Donc, ici, vous avez la fosse iliaque droite à ce niveau. Lorsque vous appliquez une compression à ce niveau, le relâcher brutalement provoque une douleur. Ensuite, on a le signe de Rovsing. Il s'agit d'une douleur à la fosse iliaque droite, à la décompression de la fosse iliaque gauche. En fait, là, ce coup-ci, on va venir du côté opposé. On va impliquer une compression et la levée brutale
c'est-à-dire la décompression, provoque une douleur également au niveau de la fosse iliaque droite. En fait, pour le signe de Rovsing, comme vous le savez, le sens du bol alimentaire, il quitte le sécom. Une fois arrivé au sécom, il quitte le sécom et il se dirige ainsi, parcourant le long du cadre colique et jusqu'à finir au niveau de l'anus. Donc ça, c'est le sens qu'emprunte, que ce soit le contenu du bol alimentaire, que ce soit gaz comme aliment également. Donc lorsqu'on implique une compression à ce niveau, on a un refoulement du contenu digestif, notamment du gaz. Donc ce refoulement va venir distendre le sécom et le relâchement brutal va provoquer une douleur à ce niveau. Donc, vous avez également maintenant la percussion et l'auscultation. Il n'y a pas grand-chose de notable. Hein. Au toucher pelvien, on retrouve typiquement une douleur latéro-rectale droite. Voilà. Maintenant, la paraclinique. On va commencer par un examen du sang. Hein, qui va retrouver un syndrome inflammatoire biologique non spécifique avec à la NFS une hyperleucocytose à prédominance neutrophile. Et à la CRP elle est élevée, dépassant 6 mg par litre. Ensuite, on va passer par les examens. On va poursuivre notre investigation avec l'examen morphologique. Il s'agit de l'ASP. Sachez que l'ASP, elle est inutile. Hein. Déjà, le plus souvent, elle ne révèle rien du tout. L'examen paraît normal. Donc, il n'est pas vraiment indiqué pour l'appendicite. Dans quelques cas, elle retrouve une stercolite. Je vous ai mis le cliché. Le stercolite, voilà, comme je vous l'avais expliqué tantôt, il s'agit de débris alimentaires qui se sont solidifiés, qui sont devenus durs, pierreuses et qui apparaissent opaques à la radiographie. Donc ici, là on est au niveau de l'appendice, mais vous ne verrez pas l'appendice. Vous verrez uniquement le stercolite, cet amas de débris qui s'est calcifié. On peut également retrouver voir une anse sentinelle. Il s'agit d'un niveau hydroaérique grédique de la dernière anse iléale. Vous voyez le niveau hydroaérique est à ce niveau. Vous avez au niveau de cette clarté une ligne horizontale avec voilà, la ligne horizontale avec décrivant cette petite courbe là. Ok. Maintenant, on passe à l'échographie. Déjà, il s'agit d'un examen qui est assez important. C'est l'examen d'ailleurs de première intention. Elle permet de visualiser l'appendice et elle montre une augmentation du diamètre de l'appendice, plus de 6 mm, une paroi de plus de 3 mm, une image en cocarde, stercolite, une inflammation hyperéchogène de la graisse périappendiculaire, qui signe l'inflammation tout autour, ainsi qu'un épanchement du Douglas réactionnel possible. Donc, ici, vous avez sur une coupe longitudinale l'appendice, il est là. Voilà. Ouais. Si le diamètre, il se mesure comme ça, et il va retrouver un diamètre dépassant 6 mm. Ici, c'est encore toujours l'appendice, mais il s'agit d'une coupe transversale, ce coup-ci. OK. Voilà le diamètre qui est toujours là. Même chose. Ici, ça, c'est le stercolite. Vous avez toujours une coupe longitudinale. Et à ce niveau, vous avez le stercolite qui se présente sous forme d'image hyperéchogène avec cône d'ombre postérieure. Voilà, ici, on a le Doppler, une couplage échographique Doppler qui montre
une hypervascularisation pariétale. C'est aussi un signe d'appendicite également. Maintenant, on a le TDM qui donne les mêmes renseignements que l'échographie, mais ce coup-ci, le diamètre, il dépasse 10 mm. Ce n'est plus 6 mm, mais 10 mm au scanner, au TDM. Sachez que le TDM est un examen morphologique plus performant que l'échographie et elle est surtout indiquée en cas de doute, lorsqu'on a fait l'examen échographique, en cas de doute, également lorsqu'on a des formes compliquées d'appendicite. Évolution, comme élément de surveillance, on a les constantes, la température, il faudra surveiller, on a l'examen physique, surtout la palpation, on a la biologie, l'échographie également. Comme évolution, comme les modalités évolutives, en absence de traitement, l'évolution, elle se fait vers les complications. Donc, on va voir, on va poursuivre les formes compliquées, donc les formes cliniques. Les formes compliquées en commençant par l'abcès appendiculaire. Comme symptomatologie, on a une douleur qui est vive, lancinante, de la fosse iliaque droite, un faciès qui est terreux. Le malade, il a l'air, si vous regardez son visage, il a l'air abattu, il a un regard vide. Voilà, on a une tachycardie, une fièvre qui est élevée, dépassant les 38. Maintenant, au niveau de la palpation retrouve un point douloureux exquis au niveau de la fosse iliaque droite. Maintenant, à l'examen du sang, NFS, on a une hyperleucocytose à prédominance neutrophile, dépassant les 15 000 même. Maintenant, l'échographie et le scanner montrent la collection de pus, dont elle précisera les limites. Ensuite, on a le plastron appendiculaire. Elle fait suite à une crise d'appendicite aiguë méconnue, ou négligée, ou refroidie à tort par un traitement antibiotique. Sachez que le plastron, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'appendicite et les anses tout autour, c'est l'intestin grêle, ainsi que le mésentère, ils viennent essayer de limiter le foyer inflammatoire. Donc, les anses, il y a une agglutination, les anses ainsi que les mésentères, ils viennent s'accoler à l'appendice, histoire de le limiter au niveau de la paroi, au niveau de la fosse iliaque droite, histoire que l'inflammation ne s'étend pas à tout l'abdomen. Donc, on peut dire que c'est même un mécanisme de défense. Donc voilà, elle fait suite à une appendicite aiguë méconnue, négligée ou refroidie à tort par un traitement antibiotique et se manifeste par une douleur persistante mais sourde à la fosse iliaque droite. On a une élévation de la température, mais ne dépassant pas les 38,5. On a une hyperleucocytose à l'examen du sang. Maintenant, à la palpation, vous retrouvez avec un empattement ou bien un blindage au niveau de la fosse iliaque droite. Comme je vous l'ai dit tantôt, on a une agglutination des anses tout autour de l'appendice et donc lorsque vous palpez la fosse iliaque droite, vous vous retrouvez ce coup-ci avec une sensation de masse. Donc c'est ça l'empattement et le blindage dont on parle. Vous avez comme une impression de masse parce qu'il y a les intestins qui sont venus tout autour et qui se sont agglutinés. Voilà, on a une évolution. L'évolution par la suite se fait soit vers une péritonite ou bien même un abcès appendiculaire. La péritonite appendiculaire, une des complications de l'appendicite, elle survient selon plusieurs modalités. Elle peut survenir en un temps, c'est-à-dire elle vient en même temps que l'appendicite. Elle peut survenir en deux temps, c'est-à-dire l'appendicite, elle s'est compliquée en abcès appendiculaire, et puis cet abcès appendiculaire se rompt, et puis la péritonite s'ensuit. Cette péritonite peut survenir en trois temps. On a d'abord l'appendicite, elle se complique en plastron appendiculaire. Maintenant, ce plastron,
il va évoluer en abcès appendiculaire qui va se rompre et donner la péritonite appendiculaire. Voilà. Maintenant, on passe aux formes selon la symptomatologie. On a des formes légères ou frustres, pardon. On retrouve une douleur atténuée au niveau de la fosse iliaque droite, une vague douleur à la palpation également. Il faudra rechercher le signe de Bloomberg et de Rovsing. Et pour les formes à symptomatologie légère, on a le score clinico-biologique d'Alvarado, qui est très important et très sensible, permettant de faire le diagnostic. On a l'écho et la TDM qui ont toute leur place, hein. Comme il s'agit de formes légères, ils permettront de poser de confirmer le diagnostic d'appendicite. Donc voilà le score d'Alvarado, il est clinique et biologique. À la biologie, c'est la NFS essentiellement, hein. C'est la NFS avec l'hyperleucocytose hyponucléaire. À la clinique, la migration de la douleur, l'anorexie, nausées, vomissements, défense et la douleur à la décompression de la fosse iliaque droite. Donc, le score, il est probable, l'appendicite est probable lorsqu'on a un score entre 7 et 8, très probable, 9 et 10, etc. Maintenant, une forme suraiguë, la toxémie appendiculaire. C'est un tableau qui se voit chez l'adulte ainsi que chez l'enfant, mais surtout chez l'enfant, bien qu'elle soit rare. Les signes généraux, ils sont prédominants, contrastants avec des signes locaux qui sont discrets. Donc, les signes généraux, c'est le faciès qui est terreux, cyanose des extrémités. Donc, les extrémités du corps, ils prennent un aspect bleuté. Il s'agit des doigts, les lèvres, les oreilles, etc. Le pouls devient rapide et filant, qui contraste avec une température qui est tout à fait normale. On n'a pas de fièvre. Parfois, une hémorragie digestive. Le vomito negro appendiculaire, dit-on. Comme les signes locaux ils sont discrets, comme je vous l'avais dit. Maintenant, l'évolution, elle est souvent mortelle, malheureusement, et emporte les malades dans les 24-48 heures dans un tableau d'hémorragie diffuse, via anurie et même ictère. Maintenant, les formes topographiques, comme je vous l'avais dit au niveau des rappels, l'appendice, elle prend plusieurs positions, elle peut prendre plusieurs positions, et en fonction de là où elle se situe, elle donnera une symptomatologie différente. Enfin, une symptomatologie qui se localisera là où se trouvera l'appendice. Donc, si elle est, par exemple, au niveau pelvien, on retrouve une douleur au niveau de l'hypogastre qui est associée à des signes urinaires et même rectaux. Lorsqu'elle se retrouve en position rétrocécale, on a une douleur lombaire. À l'inspection, on a une attitude d'ampsoïtis. La palpation retrouve une douleur au contact de la crête iliaque chez le patient d'équidus latéral gauche. Elle peut également se retrouver en position sous-hépatique et dans ce cas, elle fait discuter une cholécystite. Parce qu'elle retrouve une douleur au niveau de l'hypocondre droit, une fièvre, une défense à ce niveau. Donc le diagnostic il se fait à l'imagerie, notamment l'échographie. On a l'appendicite mésocéliaque qui donne un tableau d'occlusion du grêle fébrile. Et on a d'autres formes encore. On a l'appendicite du situs inversus, où l'appendice vient se retrouver à gauche. Donc, elle donnera une symptomatologie d'appendicite typique, mais ce coup-ci, c'est à gauche. On a aussi l'appendicite hernière ou d'Amiens, où l'appendice se trouve incarcéré dans une hernie étranglée. Maintenant, on a les formes selon le terrain, on a les formes chez le sujet âgé. Il s'agit de formes frustres le plus souvent. Le TDM est à faire systématiquement devant la hantise du cancer. Parce que l'appendicite, elle est rare chez le sujet âgé. Hein.
Chez l'enfant, ce sont des formes souvent trompeuses avec un aspect de gastro-entérite aiguë fébrile. L'échographie permettra de poser le diagnostic. Maintenant, chez la femme enceinte, au premier trimestre, c'est un tableau classique d'appendicite. Au second semestre, les signes y sont hauts situés vu que le développement de l'utérus, il va refouler le sécom et donc l'appendice un peu plus haut. Et donc, on va se retrouver avec une symptomatologie au niveau du flanc droit, voire même de l'épigastre. Maintenant, au troisième trimestre, le diagnostic il est difficile. On se retrouve avec une contracture localisée à droite de l'utérus, appelé aussi le faux travail de Mahon. Maintenant, on va passer au diagnostic, avec le diagnostic positif en premier lieu. Il est essentiellement clinique, le diagnostic positif, avec la triade de Dieulafoy. Donc, la triade de Dieulafoy pose le diagnostic de l'appendicite aiguë. Maintenant, la confirmation, elle se fera avec l'échographie. Le diagnostic différentiel se fait chez la femme avec une grossesse extra-utérine, rompue, torsion des annexes, ou bien d'autres troubles gynécologiques. Chez l'homme, vous retrouvez le plus souvent, ou en premier lieu, la diverticulite de Meckel, voire même torsion testiculaire ou épididymite. Il y en a d'autres, il y a d'autres signes, il y a d'autres pathologies urinaires comme la pyélonéphrite ou bien colique néphrétique droite qui prête à confondre aussi avec l'appendicite. On retrouve l'adénolymphite surtout chez l'enfant. On a l'invagination intestinale aiguë également, l'occlusion intestinale aiguë, la gastro-entérite aiguë et d'autres comme la cholécystite, la pancréatite, la Crohn et même une pneumopathie aiguë. Comme diagnostic étiologique, à ce jour, il n'y a pas de cause exacte retrouvée de l'appendicite. Tout ce qu'on sait, c'est que l'appendice elle est inflammée en cas d'obstruction. Obstruction pouvant se faire par soit des matières fécales qui sont devenues dures, stercolite, ou bien du mucus, bien même un épaississement du tissu lymphoïde présent, bien une tumeur pouvant obstruer sa base. On passe au traitement. Là, comme but de préserver le pronostic vital, avant tout. On doit soulager le malade, stériliser le foyer infectieux, éviter ou prendre en charge les complications. Les moyens et méthodes. On a les moyens médicaux de réanimation, on a les 4 voies, les voies veineuses, la sonde urinaire, la sonde nasogastrique plus ou moins, et une oxygénothérapie si nécessaire. On a les antalgiques, c'est surtout le paracétamol. Maintenant, on peut utiliser aussi du tramadol ou bien même du nefopam. Les antibiotiques, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est l'amoxyacide clave. Maintenant, quelquefois, on est amené aussi à utiliser du métronidazole. Maintenant, les moyens chirurgicaux, on a la voie d'abord qui est la laparotomie ou laparoscopie. La laparotomie, il y a 2 voies principalement. Il y a la voie médiane qui est réservée en cas de péritonite. On a aussi la voie au niveau de l'incisure de McBurney en cas d'appendicite. Maintenant, les explorations, c'est surtout l'examen macroscopique de l'appendice et également une recherche de pus ou d'épanchement péritonéal qui sera analysé après au laboratoire. Les gestes réalisés, c'est l'appendicectomie.
une toilette abondante au sérum salé isotonique chaud, surtout en cas de péritonite, et parfois un drainage de la cavité. Maintenant, les indications. Déjà avant tout, le patient il est mis sous antibiothérapie systématiquement. Ensuite, lorsqu'on a une appendicite aiguë simple, on réalise l'appendicectomie. Lorsqu'on a une abcès appendiculaire, on réalise l'appendicectomie plus une toilette ou lavage plus le drainage. À la péritonite aiguë généralisée appendiculaire, c'est toujours l'appendicectomie, lavage et drainage. Maintenant, lorsqu'on a un plastron appendiculaire, ce qui est ici, la prise en charge, elle est différente. Lorsqu'on a un plastron, on ne peut pas s'aventurer à opérer le malade parce que déjà l'intervention elle est très difficile. Comme je vous l'avais expliqué, lorsqu'on a un plastron, on a une agglutination des anses tout autour de l'appendicite. Donc, il est chirurgicalement difficile d'opérer l'appendice sans léser. En fait, il est difficilement accessible, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne un traitement antibiotique qui dure 7 à 10 jours et on programme l'intervention chirurgicale dans 2 à 3 mois après, lorsque l'inflammation se sera résorbée. Voilà, comme les résultats, on a une surveillance étroite en post-op, constante, avec les constants, l'examen physique répété, le pansement, biologie standard et l'imagerie. Comme complication précoce, on peut avoir une suppuration cutanée ou bien un syndrome du 5e jour qui associe une douleur brutale de la fosse iliaque droite, un arrêt du transit, une fièvre et une sensibilité de la fosse iliaque droite. On peut se retrouver avec une péritonite post-opératoire par lâchage du moignon appendiculaire. On peut se retrouver également avec une éviscération et même une thromboembolie comme toute intervention chirurgicale. Maintenant, comme complication tardive, on peut se retrouver avec une éventration, surtout lors de la parotomie, ou bien une occlusion intestinale aiguë, surbride ou adhérence. Nous arrivons à terme de notre présentation. Donc, comme conclusion, l'appendicite est une urgence chirurgicale la plus fréquente. Le diagnostic, il est facile et aisé, surtout avec l'apport de l'échographie. Il doit être posé dans les plus brefs délais, vu que c'est une urgence. La prise en charge débuter le plus tôt possible. Et la base du traitement, c'est l'appendicectomie. Je vous remercie pour votre patience. Bon, je vous remercie. J'ai fini. Bon, ok, Mouhidine, merci infiniment pour la présentation. Alors, pour ceux qui sont venus après qu'on a commencé, donc voilà, donc les temps n'étaient pas limités, hein. Ok, il ne faut pas dire que voilà, ça a duré ou bien n'a pas duré, ce n'est pas le débat. Et puis autre chose, le débat est ouvert à tout le monde, quoi. Ok, même première année, si vous avez des questions, vous pouvez toujours la poser. Vraiment, c'est dans un terrain de convivialité, quoi. Alors, donc la parole est ouverte à tout le monde, quoi. Et moi, remettez votre présentation dans sa mode, comment on appelle ça déjà, PowerPoint là.